Très bien. Donc, nous allons commencer cette séance du conseil municipal. Je vais procéder à l'appel, comme ça fera arriver les quelques retardataires, de façon à ce que nous puissions rentrer dans le vif du sujet le plus tôt possible. Alors, bonne journée et présent. Jean-Marie Baille. Présent. Delphine Saronnier. Bernard Kuzinski. Présent. Ghislaine Nalot est en retard et tout court de départ de la directrice périscolaire du Garnès qui s'en va, donc elle arrivera en retard. Et en attendant, si nous avons des délibérations, elle donne une procuration à Philippe Pallas. Philippe Pallas. Présent. Nadine Pénaud. Michel Tribou. Présent. Béatrice Tomaiolo. Josie Duverger. Jean-François Leblay. Édith Thomas. Elisabeth Bouchillou. Bernadette Desenfants. Marc Vanro, absent. Procuration à Béatrice Tomaiolo. Martine Portugaise. Laurent Soubal. Philippe Le Breton. Olivier Boissé arrive, il y a quelques minutes de retard. Nathalie Dufoy. Vincent Dufoy. Présent. Marie Bachot. Martine Le Breton. Mireille Junca. Élodie Escaf. Patricia Beaumont. Julien Paris. Frédéric d'Acosta. Et Cédric Peters. Donc, le quorum est atteint. La séance est ouverte. Je vous propose de désigner le secrétaire de séance. S'il n'y a pas d'opposition, on va confier cette mission à Jean-François Leblay. Pas de problématique. Merci. Avant de commencer cette séance, je voudrais souhaiter la bienvenue à Martine Le Breton qui remplace Laetitia Tachon, démissionnaire, qui, de par les activités de son association, ne peut plus assumer son rôle de conseiller municipal. Bienvenue Martine à ce premier conseil municipal. Je ne voudrais pas commencer cette séance non plus sans rappeler la mémoire de Jacques Darietor, qui est décédé dernièrement, le 21 août 2020, qui a été conseiller municipal sur la commune de Saint-Pierre-du-Mont de 1995 à 2008, et après qui est, suite à une démission, a intégré également le conseil municipal lors du dernier mandat de M. Jean-Pierre Julien. Il était à l'origine également du club taurin, en tant que membre, et par la suite président du club taurin, pour lequel il a beaucoup œuvré et sans qui, avec les membres du club taurin, la course irlandaise qui est devenue par la suite, depuis 2 ans, le concours landais lors des fêtes de Saint-Pierre-du-Mont, n'aurait pas eu le même engouement. Je ne voulais pas commencer cette séance sans avoir dire un petit mot à son égard, parce qu'il faisait partie de paysage de Saint-Pierre-du-Mont. Il habitait à proximité de la mairie et il ne se passait pas une journée sans que nous l'apercevions. Et cette personnalité qui était la sienne, avec haute en couleur, je dirais, va nous manquer, et je ne voulais pas commencer ce conseil municipal auquel il participait régulièrement dans le public sans saluer sa mémoire. Nous allons donc commencer les différentes délibérations avec la première qui est l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 3 juillet 2020. Je sais que ça a été validé lors de la dernière commission des affaires générales. Y a-t-il des remarques concernant ce PV? Pas de remarques? Oui, je vous demanderai, Madame Junca, pour, si vous voulez prendre la parole, levez la main, comme ça je vous donne la parole, je vous coupe mon micro de façon à ce qu'il n'y ait pas d'interférence. Oui, Madame Junca.
il y a l'intervention de M. Paris, j'avais demandé qu'on la rajoute. Elle a été rajoutée, mais en annexe. Or, ce n'est pas une annexe. Cette intervention, elle doit être intégrée dans le compte rendu à l'endroit où elle vous convient, c'est-à-dire avant votre intervention, puisque vous-même y répondez, M. le maire. Très bien. Nous prenons note, étant bien entendu que l'intervention de M. Paris a bien été actée. Donc voilà pour l'approbation du PV du Conseil municipal du 3 juillet 2020. Y a-t-il des votes contre? Donc 1, 2, 3, 4, 6 votes contre. Des abstentions, donc le PV est approuvé à la majorité. Deuxième délibération, c'est l'approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 22 juillet 2021. Là également, y a-t-il des remarques? Pas de remarques. Donc je mets cette délibération au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Très bien. Délibération votée à l'unanimité. Délibération suivante, c'est la composition de la commission communale des impôts directs, qui est directement liée au mandat du conseil municipal. Chaque début de mandature, nous devons procéder à la nomination des différents commissaires titulaires et suppléants. Nous devons élire 16 commissaires titulaires et 16 commissaires suppléants, étant entendu que c'est par la suite le directeur des services fiscaux qui, au sein de ces 16 commissaires titulaires et ces 16 commissaires suppléants, en choisira 8. Voilà pour vous expliquer le fonctionnement. On vote pour désigner 16 commissaires titulaires, 16 commissaires suppléants, et le directeur des services fiscaux, à l'intérieur de ces titulaires et suppléants, en choisira 8 pour chaque commissaire. Étant bien entendu que tant à l'intérieur des commissaires titulaires que des commissaires suppléants, nous devons désigner, dans la mesure où notre commune a plus de 100 hectares de propriétés boisées, nous devons désigner un commissaire propriétaire de bois, tant chez les titulaires que chez les suppléants. Vous avez la liste des 16 titulaires et des 16 suppléants. Y a-t-il des remarques, Monsieur Paris? Merci, Monsieur le maire. Simplement une remarque sur 16 titulaires, une titulaire, et sur 16 suppléants, 2 suppléantes. Et voilà, peut-être qu'on aurait pu faire davantage d'efforts pour la meilleure compétitivité au sein de ces commissaires. Si je puis me permettre, Monsieur Paris, il n'est pas aisé de trouver à la fois des titulaires et des suppléants. Il faut certifier que les personnes qui sont chargées de recruter ces personnes-là ne l'ont pas fait de façon aisée, mais je tiens compte de votre remarque. Je vous en remercie. Donc nous allons passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? 6 abstentions, très bien. Donc la délibération est votée à la majorité. Délibération suivante, il s'agit du règlement intérieur du conseil municipal, qui, comme lors de chaque début de mandature, nous devons voter le conseil municipal. Avant de rentrer dans le détail, vous avez sur table le sommaire ainsi que les 2 dernières pages, puisqu'il y a une erreur de frappe. Nous avons eu 2 fois le règlement, l'article 19 et l'article 25 sur la mouture que vous avez reçue étaient le même chapitre, déroulement de la séance. Donc nous vous avons simplement remis la page de garde qui reprend les différents articles du numéro 1 au numéro 29 et la dernière page, la page 10, les 2 dernières pages 10 et 11 qui reprennent à partir du 25 dans le bon ordre, puisque sur l'exemplaire que vous avez reçu, il n'y avait pas d'article 25, puisqu'il y avait une erreur de frappe au niveau du
de l'article 19 et de l'article 25. Voilà, tout simplement pourquoi nous avons mis ça sur table. Alors, je tiens à rappeler que, bien évidemment, ce règlement intérieur, il s'agit d'une mise à jour du règlement intérieur qui avait été établi en 2014 et qui tient compte du Code général des collectivités territoriales et de ces différentes évolutions législatives et notamment un certain nombre de renumérotations. Donc, en ce qui concerne ce règlement intérieur, bien évidemment, il dépend du Code général des collectivités territoriales. Il y a l'obligation pour les communes de plus de 1000 habitants de le voter et de l'adopter dans les 6 mois qui suivent l'installation du conseil municipal. Alors, le contenu du règlement a pour vocation de fixer les règles propres au fonctionnement interne du conseil municipal dans le respect, bien évidemment, des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Il s'agit donc d'une véritable législation interne du conseil municipal. Il s'impose donc en premier lieu aux membres du conseil municipal qui doivent respecter les procédures qui prévoient. Le non-respect de ces règles peut entraîner l'annulation de la délibération du conseil municipal. Alors, sans rentrer dans le détail de chaque article, je voudrais simplement en reprendre quelques-uns et vous mentionner les modifications essentielles, notamment dans le chapitre 1 qui s'agit des dispositions obligatoires du règlement intérieur. Il vient en lieu et place des travaux préparatoires. Donc, l'article 1 qui n'existait pas concerne la consultation des projets du service public, tout simplement pour se référer à l'article 21.12 du Code général des collectivités territoriales. Je m'arrêterai 2 secondes sur l'article numéro 2 qui avant était l'article numéro 6. Il s'agit d'une évolution essentiellement dans sa forme concernant surtout les questions orales. Lorsqu'il y a des questions qui ont été présentées et qui sont abordées, ces questions ne donnent lieu à aucun débat, à aucun vote. Il y a une réponse qui est donnée à la réponse, mais il n'y a pas lieu de débat ni de vote, puisqu'il s'agit d'une question, sauf demande de la majorité des conseillers municipaux présents. Donc là, on ne fait que se référer au Code général des collectivités territoriales. Au niveau de l'article 3, l'expression de la minorité dans le bulletin d'information municipale existait déjà, dont le contenu était à l'article 26 sur le précédent article. Il s'agit d'une précision qui est apportée sur l'obligation de réserver un espace à l'expression des conseillers municipaux élus et qui n'appartiennent pas à la majorité, lorsque les informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune sur support papier et numérique. Le bulletin d'information municipale qui est distribué à l'ensemble de la population est diffusé également dans son intégralité dans le site internet, donc à la fois sur le support papier et sur le support numérique. L'obligation qu'il y a pour les communes de 1000 habitants de laisser une expression à la minorité est respectée à ce niveau-là, donc il était important de le préciser dans cet article. Après, il s'agit essentiellement aussi de changement de numérotation d'articles. Je voudrais également m'arrêter sur l'article numéro 6, qui avant était l'article numéro 2 concernant les convocations. Là, il s'agit d'une information complémentaire par rapport à ce qui existait. Sur l'adresse professionnelle qui a été créée pour chaque élu et qui doit être utilisée uniquement
pour tous les envois et informations municipales. Ce qui veut dire que vous avez tous, en tant qu'élus, une adresse mail qui vous a été affectée, qui commence par l'initiale de votre prénom, le nom, @5rdumonfr. Toutes les informations concernant la commune vous seront adressées par le biais de cette adresse mail, y compris les convocations pour les différents conseils municipaux. Au niveau de l'article 8 également, qui était avant l'article 13, quelques précisions que vous avez au niveau de cet article, comme quoi la commune met à disposition des élus à titre individuel des moyens à la fois informatiques et de télécommunication nécessaires à l'échange de l'information. C'est l'adresse électronique dont je viens de vous parler, mais également la tablette numérique qui nous permet de pouvoir recevoir l'ensemble des documents liés au conseil municipal. Donc c'est précisé désormais, on ne se réfère là aussi qu'aux articles du Code général des collectivités territoriales. Une précision également, c'est sur l'article 13, qui n'existait pas dans le précédent règlement intérieur. C'est ce qu'on appelle les comités consultatifs, c'est tels qui sont dénommés par le Code général des collectivités territoriales. Cet article a été rajouté, j'ai demandé à le rajouter, dans la mesure où, comme je l'ai déjà évoqué, nous envisagerions de créer une commission extra-municipale, donc l'on appelle les comités consultatifs. Cet article nous permet de pouvoir créer des commissions extra-communales que nous n'avions pas précédemment. Et dernier point que je vais souligner, c'est sur l'article numéro 17, qui avant était l'article numéro 15. Il s'agit de l'enregistrement des séances du conseil municipal. Cet enregistrement est possible dès lors que les modalités ne sont pas de nature à troubler le bon déroulement de ce conseil municipal et des travaux qui y sont effectués. Bien entendu, les personnes autres que les personnes publiques qui sont filmées peuvent s'opposer à la captation de leur image, tout simplement dans le respect du RGPD. C'est comme ça qu'on dit, Jean-François, merci. Tout enregistrement de la séance effectuée par un conseiller municipal doit être indiqué en début de séance. Donc si vous avez parfaitement le droit de chaque conseiller municipal de prendre des photos comme ça se fait régulièrement, par contre si vous prenez des photos, faites bien attention que ces photos n'englobent pas d'autres conseillers municipaux, le cas échéant. Ça peut être malvenu. Donc voilà les quelques points que je voulais préciser. Un autre point, c'est concernant les centres du conseil municipal. On peut, lors de ces conseils municipaux, peuvent être invités ce que l'on appelle des auxiliaires de séance pour intervenir sur un domaine bien particulier. Cela peut donc être des personnels de la collectivité ou des experts extérieurs que l'on souhaiterait faire intervenir en fonction du domaine d'intervention. Voilà très succinctement ce que je voulais vous mettre en avant sur le nouveau règlement intérieur et je vous laisse la parole le cas échéant. Y a-t-il des commentaires ou des remarques? Pas de point particulier. Madame Boron. Juste une petite précision. Vous disiez que les comités consultatifs, ça avait été ajouté. Oui. Mais si ça fait partie du CGCT et que la commune
Le règlement intérieur doit se référer au Code général des collectivités territoriales. Il appartient à chaque collectivité de plus de 1000 habitants de le mettre en place. Par contre, si ce n'est pas prévu au sein du règlement intérieur, il n'y a pas possibilité de créer de commission extracommunale. C'est pour ça, nous ne l'avions pas précédemment, c'est pour ça que j'ai souhaité que ça y soit lors de cette mandature. D'accord. Mais après, un règlement intérieur peut être modifié après ça. Après, on peut éventuellement le modifier en cours de mandature, mais l'important, c'est qu'il doit être voté dans les 6 mois suivant l'installation du conseil municipal. Pas d'autres remarques? Donc je vais mettre cette délibération au vote. Donc y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc la délibération est votée à l'unanimité. Délibération suivante, il s'agit de la décision modificative du budget principal et je vais donner la parole à Olivier Boisset. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire rappelle que la commune a voté des crédits pour la construction d'un skatepark. Le skatepark Juste de l'EMS et certains travaux deviennent communs aux deux sites. Il convient donc de réajuster les crédits entre les deux opérations afin de ne pas fausser la valeur finale des biens. Divers travaux supplémentaires à la construction du skatepark ont été nécessaires, notamment le désavantage et la démolition d'un poste de gaz, mais aussi l'abaissement de la tête de forage de géothermie et le déplacement du compteur d'eau pour 6 712,19 €. Ces deux derniers étant rendus nécessaires n'étant pas prévus dans le projet initial. De plus, la clôture entourant le skatepark doit répondre à des normes très précises de hauteur et de format, et cela engendre une plus-value au devis initial avec notamment la pose d'un portail. Le portail en fait, a été demandé par le service des espaces verts pour pouvoir faire passer les machines beaucoup plus aisément. Maintenant, il s'agit d'intégrer au mieux cet espace dans le complexe existant, et cela passe par sa végétalisation. Celle-ci n'était pas prévue dans le projet initial. Même si les travaux sont réalisés en régie, il convient de prendre sur les dépenses d'investissement une partie des fournitures, végétaux, matériaux et arrosages, afin de ne pas impacter les dépenses de fonctionnement, soit 5 500 €. Les crédits nécessaires seront pris sur l'opération 119, c'est l'EMS, et ne nécessiteront pas de crédits supplémentaires. La décision modificative s'établit comme suit. Donc, on retire l'article 23 13 et non pas 21 313 de l'opération 119, 15 000 € pour les affecter à l'article 23 13 de l'opération 122 du skatepark. Cette opération et la valorisation et l'externalisation des valorisations permet d'anticiper, entre autres, d'éventuels transferts de compétences à d'autres collectivités territoriales, soit d'un espace sportif, soit d'un skatepark. Et donc, on aura comme ça des montants et des valorisations qui sont plus faciles à déterminer. Pour ce qui est des sections, donc le transfert concerne uniquement la section d'investissement, comme ça a été établi. Donc le total des dépenses et recettes de la section d'investissement avant et après cette décision modificative reste inchangé pour un montant de 4 228 765,05 €. Merci Olivier. Donc vous l'avez compris, il s'agit de transférer sur une opération de l'espace multisport Saint-Pierrois les 15 000 € sur le skatepark bien identifié. Au niveau d'une opération bien spécifique, je vous rappelle que nous avions déjà voté l'APC lors d'un dernier conseil municipal pour pouvoir isoler les travaux du skatepark, ce qui nous a permis d'obtenir des subventions de l'État au titre de la DETR. Petite précision sur notamment la végétalisation
de l'environnement du skatepark, qui a été fait et présenté et proposé par le service Espace Vert, que je tiens à remercier, et bien nous en a pris, puisque bien avant, quelques jours avant le phénomène de grosse pluie de lundi dernier, ils avaient posé la membrane géotextile qui a permis d'éviter, notamment lors de ces abatts d'eau, dans la partie haute du skatepark en pente, vers le ravalement de toute la terre dans le skatepark. Je les tiens à les remercier une nouvelle fois. Quelques précisions là-dessus, Jean-Marie, sur le skate? Non, rien de particulier. Des questions, des remarques? Très bien, donc je mets la délibération au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc la délibération est votée à l'unanimité. Délibération suivante, c'est la subvention d'équipement au CIDEC. Et je donne la parole à Jean Marie. Merci Monsieur le maire. Il s'agit d'une subvention d'équipement au CIDEC, comme quasiment dans tous les conseils municipaux. Nous avons eu un candelabre accidenté dans la rue Férine qui est derrière nous. Et donc nous devons, comme il n'y a pas de tiers, nous devons mettre la main à la poche pour remplacer ce candelabre. Donc ces travaux sont financés sur fonds propres et la ville ne fera pas appel au financement proposé sur chaque affaire par le CIDEC. Rien de très exceptionnel. Très bien, on commence à avoir l'habitude maintenant d'avoir ce type de délibération. Y a-t-il des questions ou des remarques? Donc, je mets la délibération au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Très bien, merci. Délibération votée donc à l'unanimité. Délibération suivante, il s'agit de la convention de partenariat avec l'association des compagnons bâtisseurs d'Aquitaine, et je donne la parole à Michel Tribou. Non? Merci, monsieur le maire. Bon, chaque année, nous passons en conseil municipal cette convention de partenariat avec les bâtisseurs qui travaillent à la réflexion des appartements sur la Moustelle, faisant participer, bien sûr, la population. Convention de partenariat avec l'association des compagnons bâtisseurs Aquitaine. La ville de Saint-Pierre-Villon souhaite renouveler sa participation au plan de rénovation des logements sociaux sur le périmètre du quartier de la Moustelle. La convention de partenariat avec l'association des compagnons bâtisseurs Aquitaine permettra d'engager des actions habitat adaptées aux attentes des habitants du quartier. Elle vise à proposer un dispositif d'amélioration de l'habitat appelé auto-réhabilitation, accompagné. Nous avons d'abord là, en procurant un accompagnement plus fragilisé dans leur logement, tant d'un point de vue social que technique. Ce dispositif a pour enjeu de favoriser le lien social, le vivre ensemble, la connaissance et le respect de l'autre, garantir le bon usage et l'entretien des logements, favoriser son appropriation, associer l'ensemble des publics concernés ou non par la mise en place d'animations collectives, assurer la médiation entre bailleurs et locataires, sensibiliser les habitants à la maîtrise des énergies pour une meilleure gestion des charges locatives, favoriser la transmission à l'acquisition de savoir-faire tout en maintenant le locataire acteur de son projet de réhabilitation. Les travaux privilégiés portent sur les travaux de seconde œuvre en lien avec l'amélioration de confort et les travaux d'aménagement. Cette clause permet de ne pas faire concurrence aux entreprises locales. Les compagnies bâtisseurs d'Aquitaine s'engagent à réaliser 4 chantiers d'auto-réalisation accompagnés, un atelier de bricolage et une permanence hebdomadaire pour l'Aquitaine pendant la période conventionnement. 90% du montant des matériaux sont financés dans le cadre de l'action, 10% reste à la charge des ménages. Pour indication, le budget alloué par appartement est de 600 €. 630 exactement
par appartement, et ce qui reste à charge de chaque occupant, c'est 63 €, 10%. Le montant de la participation de la commune est fixé à 37 500 € maximum, étant précisé que les crédits sont prévus au budget. Compte tenu de ce qui précède, il propose au conseil municipal de reconduire en partenariat avec l'association des compagnies bâtisseurs et les dispositifs appelé ARA, d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer la convention, c'est important, si elle essaie ainsi que toute pièce ou document relatif à l'exécution de la présente délibération. Merci Michel. Donc c'est une délibération que l'on retrouve chaque année depuis 3 ans maintenant. Nous savons que l'intervention des compagnies bâtisseurs est très appréciée dans le quartier. Pour cette réhabilitation, vous avez l'ensemble de la convention et des documents qui nous ont été transmis par l'association des compagnons bâtisseurs, qui n'intervient pas uniquement dans le cadre de l'ARA sur le quartier, puisqu'ils interviennent dans le cadre de chantiers d'insertion, et notamment c'est eux, à l'heure actuelle, qui, en partenariat avec XL Habitat, réhabilitent les cages d'escalier. Ils sont en train de repeindre l'ensemble des cages d'escalier des bâtiments du quartier de la Moselle. Voilà pour précision. Monsieur Paris. Merci Monsieur le Président. Simplement à vous pour dire que nous soutenons cette démarche engagée par la mairie avec les compagnons bâtisseurs au bénéfice et au profit des habitants du quartier. Donc voilà, nous approuvons bien sûr cette convention, donc chaque renouvellement. Précision, nous avions lors du vote du budget et des subventions déjà acté cette subvention, mais comme nous sommes au-delà des 23 000 € de subvention, il fallait la délibération, les documents que nous ont transmis les compagnons bâtisseurs pour pouvoir préparer cette convention. Donc, Madame Escaf. Merci. Les travaux seront hors ça note la le revêtement de sol. Voilà, c'est chaque occupant a, comme l'a dit Michel Tribou, une enveloppe qui lui est affectée de 630 €, 10% sont à sa charge, et ils choisissent avec le coordonnateur des compagnons bâtisseurs en charge de l'ARA ce qu'ils veulent faire. Au début, on a eu beaucoup de travaux de peinture, d'embellissement. Après, il s'agissait beaucoup d'aménagement de cuisine. Et au fur et à mesure des travaux, il y en a même qui, puisque ça fait 3 ans, qui ressollicitent l'ARA, mais ils essaient ils font une quinzaine d'interventions par an. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'entraide entre chaque occupant, puisque un occupant qui bénéficie de l'ARA participe également à l'entraide pour les autres interventions. Et aujourd'hui, on s'oriente. Qui c'est qui me coupe? Et au fur et à mesure, on s'aperçoit que on va de plus en plus sur de l'aménagement de placards, d'agencement un petit peu différent. Mais c'est quelque chose qui est très très intéressant, qui à la fois démontre une envie des occupants d'embellir leur appartement. Ils se l'approprient parfaitement parce que c'est eux qui vont choisir avec le responsable, le coordonnateur de l'ARA, des compagnons bâtisseurs qui vont choisir les matériaux, les couleurs, enfin, c'est eux qui le choisissent, ils ont une enveloppe et ils choisissent, et c'est très positif. Depuis 3 ans que nous avons mis ça en place, y compris les X-Habitat est très content de cette opération parce que à la sortie, ils ont, comme ça peut être le cas, moins d'appartements dégradés qu'auparavant. Parce que les occupants sont parfaitement appropriés leur appartement. Donc, à la SNCF. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a laissé ouvert son... Non, c'est parce que si vous laissez ouvert, peut-être que c'est parce que s'il y a un micro ouvert, peut-être, la technique, bon. Donc voilà. Et je
souhaite que nous continuions dans cette sans fonctionnement avec les compagnons bâtisseurs. Et ce que l'on peut dernièrement, ce que l'on peut espérer, c'est que pour le bon fonctionnement de l'association, c'est qu'on puisse transporter ce type d'intervention au niveau du territoire, pourquoi pas dans l'autre quartier politique de la ville de notre territoire, et dans d'autres communes qui auraient des interventions à faire. Ça permettrait aux compagnons bâtisseurs également de pouvoir se développer. Voilà. Heureusement, j'avais fini. Donc, d'autres remarques. Donc, je mets la délibération au vote. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Donc, délibération votée à l'unanimité. J'espère, Jean-François, que tout sera bien enregistré pour ne pas poser de problème lors de la retransmission du PVA. Délibération suivante, il s'agit du concours organisé à l'occasion des associations. Et je redonne la parole à Jean-Marie Laille. Merci, monsieur le maire. Lors du forum des associations organisées par la ville qui a lieu traditionnellement le premier week-end de septembre, un thème de décoration est sélectionné afin de mettre en valeur une association différente chaque année. À cette occasion, un concours destiné à chaque association présente sur le forum est lancé afin de déterminer les stands mieux décorés. 3 prix sont destinés aux lauréats au concours qui se voient remettre les places de cinéma. Le budget total alloué à ce concours s'élève à 60 € maximum. Et compte tenu de ce que précède, il est proposé au Conseil de fixer à 60 € maximum le montant du budget consacré à l'achat de places de cinéma qui seront remises aux lauréats du concours si de se présenter. Oui, en particulier, il s'agit d'une régularisation demandée par le comptable du Trésor. Chaque année, lors du forum de cette association, nous avions pour habitude de décerner des prix sur le stand le mieux décoré en fonction du thème choisi et pour jusqu'à présent de délibération, et pour être en parfaite conformité, le comptable du Trésor nous demande de mettre cette délibération au vote, sachant que nous avons fixé un maximum de à l'heure actuelle, il s'agit simplement de utiliser. J'espère que vous m'entendrez mieux maintenant et que personne n'essaiera de saboter les interventions. Donc voilà, il s'agit d'une régularisation pour cette délibération. Y a-t-il des questions par rapport à cela? Donc je mets la délibération au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Délibération votée à l'unanimité. Délibération suivante. Il s'agit, dans le même ordre d'idée, du concours organisé par la ville pour sélectionner la dénomination du nouveau complexe sportif Jean-Marie Laille. Donc de la même manière, il s'agit de voter pour un concours, pour récompenser un concours qui a déjà eu lieu pour l'espace, en fait c'était pour le nom du nouveau complexe sportif. Donc le nom qui a été retenu, c'est l'espace multisport Saint-Pierrois. Parmi les lutteurs mentionnant le nom du vainqueur, 5 sont tirés au sort. Les lauréats ainsi désignés se voient offrir au choix l'un des prix suivants: un abonnement de l'an pour l'accès au bassin couvert, l'accès gratuit pendant une année aux activités des programmes vacances sportives ou animations organisées par le service des sports pour la période 2020-2021, et la gratuité d'une licence sportive par foyer gagnant pour la saison sportive 2020-2021. Alors, vous me direz, on vote toujours ces choses-là a posteriori. Là, ça tombe bien au début de la saison sportive. Donc, nous allons pouvoir les attribuer. Avant de passer au vote, je voulais vous prévenir, si Béatrice est au
est là et peut en parler. Nous allons organiser, elle va organiser au mois d'octobre une manifestation qui s'appellera Touche pas à ma forêt et pour laquelle, de la même manière, on aura des prix à donner. Je vais dire un mot sur je continue. Pour laquelle, de la même manière, on aura des prix à attribuer, comme aujourd'hui, on s'oriente vers des entrées sur le site de Jean Rostand à Puy-de-Sceaux, et que normalement, quand un enfant sera récompensé, on récompensera en même temps la famille. On n'est pas capable aujourd'hui de dire combien il y aura de gagnants, puisqu'on part sur 3 récompenses distinctes, l'un pour 2. Merci, monsieur le maire, merci, monsieur Bail. Oui, en fait, nous aurons 2 récompenses pour cette opération de ramassage de déchets, donc qui s'intitule Touche pas à ma forêt. Donc, on récompensera la personne qui aura ramassé le plus de déchets, donc il y aura du pesage à faire, et également la personne qui aura ramassé le déchet le plus insolite, sachant qu'on fera bien sûr bien attention à ce qui est ramassé, voilà, pour ne pas tomber dans des excès. Et donc nous aurons 2 prix. Évidemment, comme a dit M. Bail, si un enfant gagne, on récompensera les parents, éventuellement les frères et sœurs, s'il y en a. Voilà. Merci. C'est une opération qui aura lieu le dimanche 25 octobre, si ma mémoire est bonne. Le site, c'est donc le conseil municipal des enfants et l'association des chasseurs qui a décidé ça lors du forum des associations qui a eu lieu début septembre. Et cette idée existait déjà, et donc elle se déroulera le 25 octobre sur le chemin de Menace, qui a été répertorié comme des sites où la déchetterie sauvage est souvent pratiquée, je dirais. Donc aujourd'hui, un courrier a été adressé à l'ensemble des riverains pour les prévenir de cette opération qui aura lieu le dimanche 25 octobre. C'est les enfants qui ont choisi cette date, c'est pendant la vacances scolaires. C'était le plus facile pour eux, si j'ai bien compris. Voilà. Donc, mais ça, cette délibération arrivera a posteriori. Comme l'a dit M. Bail, on n'avons le contenu exactement. Voilà, je voulais simplement vous en parler pour qu'on voit, bien de dire M. le maire, que vous soyez étonnés de voter des délibérations a posteriori. Tout simplement, aujourd'hui, on ne connaît pas le montant, puisqu'on ne connaît pas la composition de la famille qui va gagner ce moment. Voilà. Pour l'espace multisport, c'est peut-être l'histoire un petit peu ancienne, puisque ça date de quelques mois, et c'est pour ça qu'on vous demande de voter la récompense. Le choix a été fait lors de la soirée du trophée des sportifs au mois d'octobre 2019. Monsieur Paris. Et merci. Simplement, un éclaircissement. La gratuité d'une licence sportive par foyer, c'est une pour tout le foyer, c'est une par membre du foyer. C'est une pour le foyer. Une pour d'accord. Oui, Mme Michel. Oui, excusez-moi, juste pour revenir à l'initiative du 25 octobre, c'est à quelle heure? C'est à partir de 13h. 13h16, 17h, nous organiserons un petit, pourquoi pas petit d'ailleurs, un goûter à la fin de la journée. Et l'ensemble de la population est invitée à pouvoir participer pour ramasser le plus de déchets possible. Voilà. Sur la délibération, je mets au vote, il y a des votes contre, des abstentions. Donc la délibération est votée à l'unanimité. Délibération suivante, c'est la mise en place d'une part IFSE régie dans le cadre du RICEP. Et je donne la parole à Jean-Marc. Merci, monsieur le maire. Comme évoqué en commission des finances, sur une délibération qui ne fait pas j'ai sur laquelle nous avons absolument tout repris, les tableaux, les identifications, je vais essayer de vous la faire courte, parce que la
l'idée, si vous voulez, est très simple, à savoir que nous avons voté en janvier 2017 le nouveau régime indemnitaire qui s'appelle le régime 7. Jusqu'à présent, vous savez que nous avons sur la commune 6 régisseurs. Les régisseurs sont payés chaque année avec une ligne spéciale qui s'appelait indemnité de régie. Lors du nouveau régime indemnitaire, toutes les primes ayant été regroupées, nous avions une ligne IRSE avec l'ensemble des primes. On conservait une ligne spéciale sur laquelle il y avait une indemnité de régie. Or, maintenant, les choses ont changé, nous ne pouvons pas mettre cette ligne spéciale. Donc, nous augmenterons au mois de décembre la ligne IRSE, donc groupe l'ensemble des primes. Nous l'augmenterons du montant de la prime de régie au mois de décembre, au prorata temporis, bien sûr, si dans l'espace d'une année la régie avait changé, le régisseur avait changé, il sera bien sûr rémunéré au prorata temporis de son exercice. Voilà, donc c'est quelque chose de très simple, très formalisme, mais qu'il fallait bien sûr décortiquer. Sont concernés sur les 6 régisseurs, seulement 5 régisseurs, puisque Agnès faisant partie du technique, vous savez que pour l'instant, le décret concernant le régisseur pour le technique n'est pas encore. Donc sur les 6 régisseurs, il y en a 5 qui sont concernés, et Agnès, capitaine, qui fait partie du technique, qui garde toujours son indemnité de régie tout à fait normalement. Voilà, j'espère avoir été clair. Si vous avez des questions, c'est la particularité qui existe au niveau du RIF 7, qui est en place depuis 2017. Pour les techniciens, le législateur n'a pas encore sorti le décret concernant cette catégorie de personnel qui n'ont, eux, toujours le fonctionnement des indemnités, des primes qui existaient au préalable. Des questions par rapport à ça? Donc, j'ai fait la délibération au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions, donc délibération votée à l'unanimité. La délibération suivante, il s'agit de la délibération pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage dans la collectivité. Et je donne la parole à Marie Portugaise. Merci, monsieur le maire. Alors, donc, la délibération porte effectivement sur la signature d'un contrat d'apprentissage pour l'obtention d'un CAP intitulé MEBC, en clair, maintenance de bâtiments de collectivité. Alors, en gros, la personne qui suit cette formation est habilitée à effectuer des travaux de maintenance diverses, comme sur les structures fixes des bâtiments, sur les structures mobiles et sur les réseaux et appareillages comme la pomperie, le chauffage ou l'électricité. Ce CAP se ferait au sein donc, des services techniques de la commune. Elle concerne un jeune qui est connu déjà de la collectivité, puisqu'il a à plusieurs reprises effectué déjà des remplacements, que ce soit au cours d'arrêt maladie ou des remplacements saisonniers, par exemple pendant la période estivale. Donc il est déjà connu de la collectivité. L'avantage pour la commune, c'est effectivement que ce jeune sera présent pendant 2 ans, puisque c'est la durée du contrat dans les services, au sein des services techniques. Donc il sera connu et on pourra donc évaluer ses compétences et son savoir-être, son intégration dans les équipes. Et pour le jeune, bien sûr, avec une gestion prévisionnelle des emplois et éventuellement à l'issue des départs en retraite, pourrait très bien, s'il donne satisfaction, intégrer, obtenir un emploi à l'issue de son CAP. Voilà, je vous lis maintenant l'extrait de la délibération.
tant pour les jeunes accueillis que pour les services accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises par lui. Considérant qu'après avis favorable du comité technique, il revient au conseil municipal de délibérer sur la possibilité de recourir au contrat d'apprentissage, il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur le recours au contrat d'apprentissage, de conclure au 1er octobre 2020 un contrat d'apprentissage conformément au tableau suivant, donc vous l'avez sur la délibération, de préciser que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal, au chapitre 12 de nos documents budgétaires, d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dispositif, et notamment les contrats d'apprentissage ainsi que les conventions conclues avec les centres de formation d'apprentis. Alors on a l'habitude de voir des CAP, enfin des contrats d'apprentissage avec plutôt le secteur privé, mais c'est tout à fait possible dans les collectivités territoriales. Merci Martine, et je vais en complément de ce que vient de dire Martine. C'est vrai qu'elle vient de préciser, c'est quelque chose qui est lucité généralement en privé. Je crois que c'est une bonne formule que nous devons pouvoir également utiliser dans nos collectivités territoriales. Quand bien même cela demande de l'investissement également des personnels qui encadrent, puisque s'il y a un CAP, il faut qu'il y ait un maître de stage. Donc cette candidature a été validée par l'ensemble des personnels du centre technique pour pouvoir encadrer ce jeune qui connaissent, comme l'a dit Martine, puisqu'il est venu pendant les périodes estivales faire des remplacements et lors dernièrement de remplacement pour le travail. C'est un jeune homme qui a déjà un diplôme de CAP de comptabilité, mais qui, voilà, lors de ses remplacements, on s'est aperçu que ce qu'il pratiquait au sein de la collectivité correspondait mieux à ses attentes, d'où la demande qui a été faite par lui de pouvoir intégrer et validée par le chef de service et par l'ensemble des personnels du service technique pour pouvoir faire cette formation, puisqu'il y a besoin d'un encadrement, comme l'a dit très justement Martine également. Ça peut être une opportunité tant pour lui que pour la collectivité en fonction de la période des âges du service technique. On sait qu'à 3 ans, il peut y avoir des personnels qui fassent valoir un droit à la retraite. Donc, c'est bien d'avoir formé quelqu'un pour pouvoir l'intégrer par la suite. Voilà. Je crois que si l'opportunité se présente de nouveau, c'est quelque chose que je n'hésiterai pas à représenter au conseil municipal, c'est le contrat d'apprentissage. Voilà. C'est une bonne formule et qu'on a, à mon sens, dévalorisée pendant de nombreuses années et qu'il est important de pouvoir mettre en exergue. Voilà. Monsieur Ramis. Merci, Monsieur le maire. Simplement pour dire que nous partageons les propos qui viennent d'être tenus par notre collègue et par vous. Nous pensons faire de lui peut-être doit assumer un rôle important d'accompagnateur, de facilitateur auprès de sa population, notamment de sa jeunesse, dans les matières scolaires, professionnelles, de formation, culturelle et autres. Et donc cette délibération vient justement en ce sens d'aider ce jeune à trouver une autonomie et à s'orienter vers quelque chose qu'il aime en lien avec la commune. Donc nous sommes également favorables à cette délibération que nous votons avec plaisir. Très bien. Puisque c'est avec plaisir, on a dessus sur vote. Donc y a-t-il des votes contre? Des abstentions, donc délibération votée à l'unanimité. Délibération suivante, il s'agit de l'acquisition au symbolique des parcelles cadastrées AC 1905, 1907, 1910, 1913 et 1917. Et je m'empresse de donner la parole à Bernard Brzezinski. Oui, merci, monsieur le maire. Donc, les parcelles que vous venez de citer, monsieur le maire, appartiennent à madame Pinsol Marie-Françoise. C'est donc un reliquat de sa propriété qui a eu la division pour la construction de la résidence de Pinsol. Donc, elle nous a sollicité pour l'acquisition du chemin des propriétaires. Ce chemin permet notamment aux habitants de la rue Cantecoute de rejoindre le bois de Pinsol, qui est une propriété communale d'un espace boisé classé. Et en outre, il dessert en plusieurs
Bernard pour information également. C'est un chemin qui permet d'accéder au bois d'Aubensol. À plusieurs reprises, nous sommes intervenus pour entretenir et intervenir sur des branches mortes qui tombaient sur une parcelle qui a parti de sol. C'était un point de dangerosité, on intervenait rapidement. On a convenu avec elle de pouvoir intégrer ces parcelles dans le domaine public. Voilà, je ne sais pas si vous situez bien l'emplacement. Y a-t-il des... Madame Bon. Merci, monsieur le maire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'historique de la donation c'est une donation de bois de Bensol? C'est Madame Bensol qui a donné à la commune? Alors, je ne sais pas si c'est une donation, parce que c'est un... En fait, sur le bois, il y avait, en même temps, il y avait la partie résidence, et le bois de Bensol, alors très honnêtement, je ne sais pas si c'est une donation ou si c'est une vente pour le symbolique. Je vous le dis là, je crois. Quand je ne sais pas, je le dis, et c'est fait là. Voilà. La parcelle 1920, en fait, je suis allée voir un conseil, c'est l'espace vert donc, qui est viabilisé, donc qui va certainement être construit. Il est construit. Il est construit comme ça. Et donc c'est propriété de Madame Bensol. Alors, c'est à la fois propriété de Madame Bensol et de sa sœur, Madame des Enfants, qui est sous tutelle, et une partie de la division également de la famille Bensol. D'accord. Donc, en règle générale, quand il y a quelque chose de privé, en fait, et transféré à la commune dans le cadre d'un lotissement, en tout cas, il y a des conditions à respecter en termes de revêtement, voilà. Est-ce que ce chemin, alors je comprends bien que de l'intérêt que la commune a d'acquérir ce chemin, est-ce que ce chemin va rester empiré ou Oui, oui, pour l'instant, il restera en l'état si cette loi pour pouvoir entretenir l'accès au bois Bensol. Le reste étant une certitude pour les maisons qui habitent au fond. Effectivement, voilà, j'ai eu l'occasion de rencontrer Mme Bensol pour voir ce qu'elle compte faire pour cet espace. Pour l'instant, c'est, je viens de vous l'expliquer, ça appartient à plusieurs propriétaires, donc ça reste en l'état. Mais ça reste une nature. Oui, ça reste en l'état. D'autres questions, remarques? Donc je mets la délibération au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? En délibération votée à l'unanimité. Délibération suivante, c'est la cession d'une parcelle au SIAS du Marsan. Bernard Buzinski. Oui, monsieur le maire. Donc, en 2008, mon Marsan en opération a construit un départ sur une parcelle appartenant à la commune de Saint-Pierre-du-Mont. Or, à l'époque, aucun acte n'a été formalisé pour la mise en œuvre de ce projet et la situation dure depuis lors. La parcelle concernée est la section AB 896 d'une contenance de 7971 mètres carrés, supportant en EHPAD résidence au Saint-Pierre. Donc, vu l'avis des domaines en date du 5 août 2019, il convient aujourd'hui de régulariser cette situation. En conséquence, il est proposé au conseil municipal de confirmer la cession de la parcelle AB 896 au centre de l'action sociale de Marsan pour le prix forfaitaire d'1 € et d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer les actes infirmiers pour le règlement de ces cessions. Donc, en fait, c'est une mise à disposition qui n'avait jamais été faite. Il convient de régulariser d'une manière juridique cette mise à disposition du terrain à Marsan pour l'opération qu'on n'est pas. Merci Bernard. On aura d'ailleurs la même délibération suivante. Comme vient de l'expliquer Bernard, c'est quelque chose, il y a une convention qui a été mise à disposition, mais aucun acte administratif n'a été enregistré, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, juridiquement parlant, un bien ayant été construit sur une parcelle appartenant à autrui, nous pourrions être propriétaires de l'EHPAD si, par cas, on le souhaitait. Donc il s'agit d'une régularisation. Bon,
Malgré cela, il a fallu faire passer les domaines pour estimer la valeur de la parcelle. C'est pour ça que vous avez un avis des domaines qui est joint à la délibération, étant bien entendu que, de par la convention qui existait, la parcelle est cédée à Océane du Marsan, qui est propriétaire de l'EMA. Voilà. Madame Escar. Oui, merci, monsieur le maire. Par rapport à ce terrain, donc on parlait du bâtiment, est-ce qu'on les parkings qui sont derrière les balles et l'espace vert qui est devant les balles? Alors, ce qui est clôturé à l'intérieur des balles, oui. C'est pas clôturé, c'est moi. Cette partie-là, oui, ça reprend la parcelle. Le parking derrière, non, puisque c'est un espace public. C'est un espace public. C'est uniquement la parcelle sur laquelle est construit le bâtiment de l'EHPAD et l'espace vert qui est devant. On verra dans la délibération, c'est la même chose sur le pôle culturel et le théâtre derrière. D'autres questions ou remarques? Je mets la délibération au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc délibération votée à l'unanimité. Donc je redonne la parole à Bernard Kuzinski pour la session de parcelle au amendement sans numération. Il va nous expliquer. Oui, donc l'affaire remonte à 2009-2010, en amendement sans numération, a construit des équipements communautaires, donc le pôle culturel, le théâtre plein air et les stationnements associés sur des parcelles appartenant à la commune de Saint-Pierre-du-Mont. Donc à l'époque, aucun acte n'a été formalisé pour la mise en œuvre de ce projet, et cette situation depuis lors. Donc les parcelles concernées sont les sections AB 889 d'une contenance de 5270 m², supportant lui-même le pôle culturel du Marsan, et la section AB 1066 d'une contenance de 18 670 m², dans le théâtre de plein air et des stationnements. Donc, vu l'avis des domaines concernant ces deux parcelles, il convient aussi aujourd'hui de régulariser cette situation. Il est donc proposé au conseil municipal de confirmer la cession des parcelles AB 889 et AB 1066 à Mont-de-Marsan-Agglomération pour le forfaitaire de l'euro. Autoriser M. le maire et son représentant à signer les actes à intervenir dans le nom de ces saisies. Sachant que lors d'un précédent conseil municipal, nous avons acté le découpage du restant du parking, ça a été projeté à la salle du conseil municipal. Donc, une grande partie du parking et reste toujours propriété de la ville de Saint-Pierre-du-Mont. Bien qu'il ait été aménagé en totalité par Mont-de-Marsan Agglomération, mais là, le parking est propriété de Saint-Pierre-du-Mont. Pour situer, quand on arrive en face au départ de Justin dans le parking, toute la partie gauche du parking, la partie droite étant le pôle culturel, toute la partie gauche reste propriété de la commune. Voilà. D'autres précisions par rapport à ça. Donc je mets la délibération au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc la délibération est votée à l'unanimité. Délibération suivante, je vais redonner la parole à Bernard Kuzinski concernant le contrat de bail amphithéotique à conclure avec Mont-de-Marsan Agglomération. Oui, donc dans cette délibération, M. le maire, il s'agit d'à peu près la même chose, mais là ça concerne le parc technique. Donc en 2004, Mont-de-Marsan Agglomération a construit un hangar dans l'enceinte du centre technique municipal sur des parcelles appartenant à la commune. Donc à l'époque, en 2004, aucun acte n'a été formalisé pour la mise en œuvre de ce projet. Donc la situation est depuis 2004. La commune a procédé à des divisions parcellaires afin que l'assise foncière corresponde à l'exacte emprise du bâtiment. Donc l'immeuble est constitué des parcelles cadastrées AT 426, 428 et 430 d'une contenance de 977 m² sur lesquelles on pose le hangar. Donc, M. le maire propose donc au conseil municipal de conclure avec Mont-de-Marsan Agglomération un contrat de bail amphithéotique sur les parcelles 426, 428 et 430 d'une durée de 30 ans avec une redevance annuelle fixée à 1 €. Donc, vous avez l'avis des domaines en annexe.
là, bon, vous voyez bien que les 3 délibérations que l'on vient de passer, les 2 premières et celle-là, il s'agit tout simplement de réparer un vide juridique qui existait concernant l'enregistrement alors ça n'aurait pas en question le fonctionnement bien évidemment, mais c'est de régulariser purement et simplement une situation qui n'était pas conforme et avec, comme je l'avais expliqué, un vide juridique. Des questions par rapport à cela? Donc je mets la délibération au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc délibération votée à l'unanimité. Délibération suivante, il s'agit de la dénomination d'une voie. Je redonne la parole à Bernard Kuzinski. Monsieur le maire, donc c'est une dénomination de voie qui concerne une route qui est actuellement à l'adresse route de Bayonne. En fait, cette voie de désenclavement a été construite quand la mise à 2 fois de voie a été réalisée sur la route nationale 124. Elle se situe en face du lac de Menace. Quand on va vers l'axe, donc on prend une voie de décélération à droite qui amène chez M. Martin, l'agriculteur. Et donc cette voie que vous avez en annexe dessert 3 maisons qui n'ont pas de numéro. Donc ça permettra de numéroter les maisons et de donner un nom à cette rue pour la poste et le service du cadastre. Et ça s'appelle le chemin des puretés de Port. Donc, bon, rien de particulier, c'est simplement là aussi de dénominer un accès qui est, je crois, pour le facteur est embêtant par moment. Donc voilà, y a-t-il des remarques? Non, rien de particulier. Donc, délibération que je mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc, délibération votée à l'unanimité. Délibération suivante, il s'agit de l'avenant à la convention d'utilisation, non, oui, de l'utilisation de l'abattement de la taxe foncière à la d'une propriété bâtie à la Moustaine. Et je donne la parole à Michel Thibault. Merci, monsieur le maire. Cette délibération concerne effectivement la prorogation jusqu'en 2022 de la mesure fiscale permettant un abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les bailleurs sociaux en zone politique de la ville. La ville de Saint-Pierre-du-Mont est signataire depuis le 25 septembre 2017 d'une convention d'utilisation de l'abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties PFPB à intervenir avec l'État, Mont-Marsan de la Nation, la ville de Mont-Marsan, ex-habitat pour les quartiers prioritaires de politique de la ville, de la Moustaine et du Perrois. Cette convention définit les principes et les modalités du partenariat entre chacune des parties prenantes dans le cadre de l'utilisation de cet abattement. L'article 1388 bis du Code général des impôts permet aux bailleurs sociaux signataires des contrats de ville de bénéficier d'un abattement de 30% sur la taxe foncière sur les propriétés bâties pour le patrimoine situé en quartier politique de la ville. En contrepartie de cet avantage fiscal, les bailleurs sociaux s'engagent à mettre en place des actions contribuant à la tranquillité publique, à l'entretien et à la maintenance du patrimoine, à l'amélioration du cadre de vie et à la participation des locataires. L'article 181 de la loi 2018-13-17 du 28 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019 permettant de proroger cette mesure fiscale jusqu'en 2022 en lien avec la durée du contrat vivant. Il est proposé au conseil municipal d'approuver les termes de l'avenant à la convention d'abattement sur les taxes foncières sur les propriétés bâties dans les quartiers politiques de la ville de la Moustaine, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer toute pièce ou document relatif à l'exécution de la présente délibération. Voilà, il s'agit d'un avenant qui la convention existe pour proroger cet abattement sur la taxe foncière du bâti sur les bâtiments. Donc, il s'agit en l'occurrence des bâtiments qui appartiennent à X habitats, qui correspondent au cadre de la Moustaine, aux habitations de Marté et au logement de la résidence d'Aquitaine. Des commentaires par rapport à cela?
Délibération suivante, il s'agit de la dérogation municipale à la règle du repos dominical pour les salariés des commerces de détail situés à Saint-Pierre-du-Mont pour l'année 2021. C'est une délibération que nous présentons chaque année. Je vous rappelle que depuis 2015 et la loi Macron, nous avons la possibilité, les commerces ont la possibilité de faire la demande pour une ouverture allant jusqu'à 12 dimanches sur une année civile, que le maire a la capacité d'autoriser jusqu'à 5 dimanches ouverts. Au-delà des 5, nous devons donc voter une délibération de façon à ce que, par la suite, le conseil communautaire donne un avis sur ces ouvertures du dimanche. Donc, comme chaque année, nous avons procédé à une consultation avec Mont-de-Marsan, puisque c'est les deux communes qui sont concernées pour les magasins qui demandent l'ouverture le dimanche, et nous avons décidé d'un commun accord de n'accorder que 8 dimanches et non 12, de façon à ce que ça puisse se passer lors du prochain conseil communautaire, étant bien entendu que cette dérogation ne concerne que les magasins, notamment dans l'alimentaire, qui font plus de 400 mètres carrés. Ceux qui sont en dessous de 400 mètres carrés ne sont pas concernés, et ceux qui ont plus de 400 mètres carrés doivent intégrer dans leur dimanche demandé les ouvertures de ces commerces-là. Donc voilà, rien de particulier par rapport aux années précédentes. Alors je vous rappelle simplement que la délibération concerne le nombre de dimanches ouverts et que par la suite, un arrêté municipal est pris tant sur Mont-de-Marsan que sur Saint-Pierre-du-Mont pour déterminer les dates d'ouverture, et c'est généralement les activités professionnelles qui demandent et qui se mettent d'accord pour ouvrir des dimanches. Il y en a qui sont des demandes nationales. Je prends un exemple, c'est les concessionnaires automobiles. Ils ouvrent tous le même jour, c'est un accord au niveau national. En fonction des secteurs d'activité, cela peut être différent, et on essaie de coordonner avec Mont-de-Marsan de façon à ce qu'il n'y ait pas une anarchie au niveau de l'ouverture de ces dimanches-là. Voilà pour le contenu. Y a-t-il des remarques, M. Paris? Oui, j'interviens chaque année sur cette délibération. Avec Élodie Escarpe, nous ne sommes pas favorables aux dérogations pour le travail dominical, donc nous voterons contre cette délibération. Et j'ajoute que Cédric Péter ne prendra pas part au vote sur cette délibération, même s'il n'est pas directement visé. Il est gérant d'un commerce. Enfin, voilà, pour éviter tout conflit, je préfère ne pas prendre part au vote. Voilà. Très bien, merci. Donc, y a-t-il des votes contre? Donc, il y a 2 votes contre. Des abstentions? Madame Jonca, 1. Donc, délibération votée à la majorité, moins monsieur Peters, puisqu'il n'a pas pris part au vote. Voilà, je crois que nous avons épuisé les délibérations. Alors, s'il y a 3 questions diverses, avant de prendre en compte les questions, je voulais simplement vous donner une information qui est le procès-verbal. Il ne s'agit pas d'un vote, il s'agit du procès-verbal du conseil municipal du 16 décembre 2019 que nous n'avons pas pu approuver, puisqu'il n'y a pas eu de conseil municipal permettant de l'approuver. Donc c'est simplement une information au conseil municipal. Donc j'ai reçu 3 questions écrites. Donc je vais laisser la première question écrite qui est faite par Madame Élodie Escarpe. Je vais donc lui laisser la parole. Merci Monsieur le maire. Donc vous avez été saisi par les parents d'élèves de l'école Mistral au sujet des travaux d'agrandissement annoncés en conseil d'école. Nous avons été mis en copie de leur demande. Donc pouvez-vous nous communiquer votre réponse en date du mail du jeudi 24 septembre? Oui, alors,
Aujourd'hui, je n'ai pas répondu encore au mail, tout simplement parce que j'ai fait moi-même un mail auprès des services techniques de Mont-de-Marsan Agglomération qui est en charge du dossier, parce que le dossier est au niveau de l'APS du cabinet d'architecte. Donc, on est en phase de validation pour que le cabinet d'architecte puisse continuer le travail qu'il a effectué. Il y a eu plusieurs réunions sur site par le cabinet d'architecte, et donc ils ont travaillé sur l'APS pour déterminer l'enveloppe qui est rentrée dans l'enveloppe qui leur avait été demandée. Donc nous, dans cette phase-là, et comme je n'ai pas eu le retour à ce jour, je n'ai pas encore répondu, mais je vais répondre à l'association de parents d'élèves lorsque j'aurai la réponse. Je reviens dans le courant de la semaine, puisque c'était envoyé à la réception de leur demande, et je leur répondrai en suivant. Voilà. Deuxième question, je vais donner la parole à Mme Patricia Beaumont. Merci, Monsieur le maire. Lors du conseil municipal du 16 décembre 2019, le conseil municipal a voté à la majorité, et avec 6 votes contre, la vente d'un espace vert communal à M. Jiménez. Pouvez-vous nous dire si l'acte notarié a été conclu entre M. Jiménez et la commune de Saint-Pierre-du-Mont? Pour expliquer un petit peu en fait pourquoi il y a eu des votes contre. Parce qu'au niveau, c'est un espace vert communal qui a été vendu dans l'impasse Savonia de Brazza, et en fait c'est une emprise pour un tracé de piste cyclable ou de voie douce qui était prévu au niveau du PNI. Voilà la raison pour laquelle on s'est opposé, et on a, lors du conseil du mois de décembre, puisque c'était associé à la vente d'une autre parcelle à côté, nous avions proposé que la commune acquiert la parcelle de M. Béziat pour garder justement cette emprise de pouvoir faire la piste cyclable. Donc, est-ce que l'acte notarié a été finalisé avec M. Jiménez? L'acte notarié n'a pas été finalisé, puisque en tout temps, M. Jiménez a décidé de vendre son bien. Et donc nous avons reçu une DIA au mois de juin 2020, je crois, fin juin 2020, comme quoi monsieur, la DIA, c'est le document que nous envoie le notaire pour nous informer qu'il y a une vente d'un bien et que l'on peut préempter le cas échéant. Donc voilà, il y a une DIA qui a été faite au mois de juin 2020 pour la vente du bien de monsieur Jiménez à l'égard de la personne. Donc c'est au mois de juin, donc je ne sais pas si l'acte a été passé ou s'il est en cours, mais M. Jiménez n'est pas revenu vers nous par rapport à cela. Voilà. Est-ce que vous savez s'il avait acheté la parcelle Béziat ou il a fait... Je ne sais pas, je ne sais pas s'il y en a, on a une information. On n'a pas d'informations là-dessus sur la vente du bien de M. Béziat, puisque nous, on avait été informés, on avait dit qu'on ne préemptait pas, donc on n'a pas eu, dès lors que l'on indique qu'on ne préempte pas, on n'a pas l'acte notarié, nous n'en avons pas connaissance. Donc je ne sais pas, a priori, dans la mesure où il a vendu son bien, je pense qu'il n'a pas pu acheter cette parcelle-là. Et donc il a vendu son bien. D'accord, donc ce serait intéressant peut-être pour la commune d'acheter ce petit morceau pour garder l'emprise. Sachant que non, il ne peut plus y avoir d'emprise, je crois, dans le PLUI, enfin, c'est une zone qui n'est plus constructible, qui pouvait l'être, pouvait être constructible. Après, voilà, pour l'instant, dans le PLUI, c'est figé, puisque c'est devenu non constructible, cette partie-là est devenue non constructible. On sera toujours à temps, le cas échéant, de voir, en fonction des différents projets qui pourraient exister, de voir s'il y a un intérêt pour la commune de l'acquérir. Parce que même si la zone n'est pas constructive, il peut y avoir une piste cyclable en zone naturelle. Très bien. Monsieur Paris. Oui, merci. Simplement, le nouvel acquéreur, est-ce qu'il était au courant que cette parcelle-là pouvait être acquise par le vendeur? Et est-ce qu'il est venu vers vous pour... Je crois que c'est en cours que le notaire a fait passer quelque chose, puisque lui, il avait un document dans
dans son dossier. Je sais que dernièrement, le notaire a pris à tâche auprès des services techniques pour voir ce qui en était fait. Voilà. C'est pas la même superficie de fait du bien qu'il achète, savoir s'il a la même parcelle ou pas. Aujourd'hui, l'acquéreur n'achète que la maison. Puisqu'il ne peut pas acheter l'autre partie, puisqu'elle n'est pas vendue. Absolument. Peut-être que le vendeur aurait pu expliquer au début. Ça n'empêche pas de voir qu'il y a dans le dossier peut-être et qui reviennent vers nous par la suite pour cette opération, le cas échéant, s'ils sont dans la même logique. Puisqu'il y a une histoire de certitude avec le voisin contigu. Voilà, puisque pour mémoire, c'était une seule parcelle qui avait été construite, et par la suite, la deuxième, il y avait un découpage parcellaire qui avait été fait, avec une acquisition par M. Jimenez, et donc une servitude. Voilà. Donc c'est à l'arrêt avec M. Jimenez et le... Ah, M. Jimenez, puisque lui, il vend, donc c'est le cas échéant, l'acquéreur qui reviendra vers nous, s'il souhaite que l'on regarde ça de nouveau. Mais il n'y a pas l'acte de passer avec M. Jimenez, puisqu'il n'a pas donné suite. Voilà. Donc voilà pour la question. Dernière question, je redonne la parole à Mme Patricia Beaumont. Merci, M. le maire. Pouvez-vous communiquer à l'ensemble du conseil municipal un état des lieux concernant la réalisation des logements sociaux sur la commune? Donc on a parlé lors de la dernière commission urbanisme des constructions qui étaient faites, qui étaient en cours et qui étaient envisagées. Mais on voudrait avoir un point précis donc, des logements sociaux avec le taux qui est imposé, puisqu'on était à 20, on est passé à 25. On est revenu à 20, d'accord. On est revenu à 20 depuis le 1er août, je crois, si ma mémoire est bonne maintenant. D'accord. Donc on est revenu à 20, donc à quel taux de réalisation sommes-nous et le montant des pénalités qui a peut-être été revu, j'ai en mémoire 43 000 € par an. C'est aujourd'hui, si on devait verser une pénalité, elle est de 104 000 €. Okay. Alors, pour répondre très clairement à votre question, aujourd'hui, sur la commune de Saint-Pierre-Pont, il existe 674 logements, dits logements conventionnés, donc qui appartiennent à des bailleurs sociaux. Ce qui représente par rapport au nombre d'habitations sur la commune, puisque le pourcentage s'effectue par rapport au nombre d'habitations principales sur la commune, qui aujourd'hui est de 4504 habitations, ce qui fait un taux de 14,96%, donc presque 15%. Pour mémoire, en 2014, quand nous avons été élus, le taux de logement conventionné était de 12,73%. J'ai noté donc une évolution. Et comme nous l'avons évoqué lors de la dernière commission de l'urbanisme, un certain nombre de programmes sont en cours sur la commune de Saint-Pierre-du-Mont, alors qui n'ont pas été intégrés au 1er janvier 2020, puisque la livraison notamment des logements chemin de la Reine, ces 61 logements ont été livrés par XL Habitat que début d'année 2020. Donc au 1er janvier 2020, ils n'étaient pas comptabilisés dans les 674 logements que je viens de vous indiquer. Il y a 20 logements qui sont en cours à la promenade du Pouille, c'est-à-dire le lotissement, c'est une mixité sur un lotissement à la fois d'acquisition, de construction de maisons d'habitation, et 20 logements qui sont faits par X Habitat pour situer les promenades de Pouille pour ceux qui ne connaîtraient pas bien la commune. C'est le dernier lotissement qui se fait au bout de la rue Félix Arnaudin, derrière chez Jiffy, en bordure de la voie ferrée qui sépare Mont-de-Marsan et Saint-Pierre-du-Mont. Donc là, une livraison est prévue en 2021, pour 2021. Les travaux ont déjà commencé.
Il y a également des travaux qui doivent commencer fin d'année 2021. C'est les 50 logements qui seront construits à l'emplacement des bâtiments désaffectés de la CERAC, route de Saint-Sevé, juste avant le feu du boulevard Rémontier. Et là, la livraison est prévue en 2022. Il y a également en cours... 50 logements conventionnés? Oui, c'est des logements conventionnés. Là, je vous donne que les logements conventionnés, puisque c'est la nature de la question. Il y a 12 logements qui sont en cours de construction, qui vont être livrés en 2021. C'est des logements qui sont avenue du corps Franck-Pomiès, derrière le cabinet d'experts comptables Sogexa, au fond de chez Lisa, de place Lisa. Là, c'est 12 logements sociaux qui sont prévus en 2021. Il y a le projet, mais qui est en recours actuellement, c'est les 47 logements du lotissement de la Forêt, qui, eux, alors le permis, il y a un recours contre le permis de construire, mais qui devrait, je crois que là, le jugement a lieu ces jours-ci, en fonction de la validation du permis de construire, devrait être livré en 2022, fin 2022 ou 2023. Et le dernier dossier qui est en cours, la construction a commencé, c'est les 69 logements du Green Park Next City à la dominante, qui eux également devraient être livrés fin 2022-2023. Donc si l'ensemble de ces projets vont à terme, hormis celui du lotissement de la Forêt, les autres sont engagés, nous augmenterions notre capacité de logement conventionné. Nous passerions de 674 à 933, sous réserve de vérification des calculs que vous ferez. Et ça nous donnerait donc 4793 résidences principales, ce qui nous permettrait, donc fin 2023, en fonction du nombre d'habitations de résidences principales que je viens d'évoquer, nous serions à 19,47% de logements conventionnés. Donc vous voyez que le travail effectué, nous allons récolter les fruits, puisque nous allons pratiquement atteindre le quota des 20% et que nous avons pu démontrer par ce biais-là la volonté de la collectivité de proposer de la mixité sociale, puisque un bon nombre de logements sont également avec de la résidence principale, et donc pouvoir respecter ce qui nous est imposé par l'État au niveau des quotas de logements conventionnés. Voilà. Pour l'abonnement. Donc en fait, ça veut dire qu'on est presque au 20% imposé. Donc il y a des maisons qui ont été présentées en centre-ville via le PFL pour du logement conventionné. Donc ça veut dire qu'on n'aurait pas besoin de toucher à ces maisons, à moins qu'on veuille continuer le logement conventionné. Après, ça fait partie de la logique que l'on essaie d'avoir au niveau des logements conventionnés, de le répartir sur l'ensemble de notre collectivité, de notre commune, pardon, et notamment au centre-ville. Comme vous l'avez dit très justement, il y a un certain nombre de maisons qui ont été présentées par le PFL, mais je tiens à vous rappeler que ça fait partie d'un projet global et qu'à ce moment-là, nous serons à même d'étudier et par la même occasion, envisager du logement conventionné en centre-ville, parce que ça peut être pertinent pour certaines catégories de personnes, notamment certaines personnes âgées qui souhaiteraient habiter dans le centre-bourg de Saint-Pierre-du-Mont, pas uniquement parce que c'est mignon, mais parce qu'il y a tous les commerces de proximité,
toutes les professions médicales et paramédicales qui sont en centre-bourg. Donc il y a une réelle demande de certaines personnes de pouvoir habiter le centre-ville et certaines par le biais de logements conventionnés, ce qui avait été fait il y a quelques années par la résidence Brett, mais qui aujourd'hui, on a un problème de jauge, c'est-à-dire que ce sont des T1 et des T2 et des T1 qui ont été construits, et certaines personnes âgées qui peuvent bénéficier de logements conventionnés n'y viennent pas parce que c'est trop petit, ils ne peuvent pas recevoir quelqu'un de leur famille, parce que c'est un T1 ou un T1 ils aimeraient pouvoir bénéficier de T2, T3 pour pouvoir recevoir certains membres de leur famille, ce qui se comprend parfaitement. Donc la jauge n'est pas bonne, donc il y aura probablement également une réflexion à ce niveau-là. Voilà. D'accord. Et concernant donc ces maisons, bon, pour l'instant il n'y a pas de projet dessus. Est-ce qu'elles sont louées? Est-ce que vous envisagez de les louer? Il y en a certaines qui sont louées, d'autres non par rapport à leur état. Mais comme je l'ai dit lors de la dernière commission de l'urbanisme à laquelle nous participons, nous allons relancer la réflexion avec le cabinet Métaphore, et donc il y aura d'autres réunions à la fois de la commission d'urbanisme et de réunions publiques pour peaufiner et pour peut-être réfléchir différemment sur certaines options. Voilà. Pouvez-vous nous donner les maisons qui sont louées? Alors, je n'ai pas tout en tête. Je vous ferai passer ça. Voilà. Dernier. Oui, monsieur Brice. Oui, monsieur le maire. Une question d'intérêt communal. Nous avons été saisis par les habitants, donc vous expliquant qu'éventuellement vous habiteriez une maison qui avait été préemptée par la commune en 2015, préemptée pour des raisons de logement social dont on vient de parler. Est-ce que vous pouvez confirmer ou infirmer cette information sur le fait que vous habitez une maison communale? Alors, déjà d'une part, je confirme qu'effectivement il y a une convention sur un logement qui était vide, que j'ai loué suite à la contrôle. Je comprends beaucoup mieux pourquoi je veux voir passer de chez moi pour vérifier certaines choses, je suppose. Ceci étant, je vais, comme il est stipulé dans le règlement intérieur que nous avons voté, on est là pour répondre aux questions, je vous réponds aux questions. Les autres débats, si vous souhaitez, on l'abordera différemment, mais entre autres, effectivement, et c'est une convention qui a été signée entre la collectivité et moi-même par rapport à cette location, étant dans le cadre d'un projet immobilier qui n'a pas encore abouti, comme cette maison doit être fait partie des projets, elle est trouvée en une location temporaire. Voilà. Donc, vous habitez une maison communale qui est trouvée par la commune, effectivement. Qui appartient à la commune, c'est pas une maison communale. Oui, c'est un bien communal. Tout à fait, avec une convention de location qui a été établie pour une durée temporaire. Voilà. Je sais que le débat n'est pas autorisé, Oui. mais en tout cas, nous vous demanderons le bail entre la commune et le locataire, puisque le maire, Joël Bonnet, représente la commune et a la gestion du bien et loue, visiblement, à M. Bonnet Joël, résident. Donc il y a quand même là une difficulté. Il ne paraît être nécessaire de... Vous pourrez consulter le bail à la mairie si vous le souhaitez. Eh bien, prendre rendez-vous pour venir voir le bail et évaluer tous les documents administratifs pour régulariser cette situation qui est quand même assez étonnante. Pas de problème. Je vous remercie, je prends un rendez-vous dès demain. Voilà. Donc, je voulais aborder un autre sujet qui ne fait pas partie, ça rejoint un petit peu ce qui a été dit tout à l'heure lors de la délibération pour les prix du ramassage des ordures sur le site de Menace. J'ai été sollicité a posteriori, donc les
délibération du conseil municipal était entérinée, de la Fédération française de la course landaise. Le comité de Saint-Pierre-du-Mont habite le siège de la Fédération française de la course landaise. Comme ils l'ont fait, comme ça a été voté dernièrement au conseil communautaire, pour demander une subvention allouée à la Fédération de la course landaise pour le reverser aux ganaderos qui ont des difficultés, notamment pour le foin, et pour donc pouvoir reverser ces subventions à la Fédération française de la course landaise, et qui elle-même les reversera aux ganaderos, comme ça a été voté en conseil communautaire, comme ça a été fait dans d'autres conseils communautaires. Donc je pense, nous y travaillerons, que je présenterai une délibération pour une aide dans la mesure où Saint-Pierre-du-Mont habite le siège de la Fédération française de la course landaise. N'ayant pas eu le temps matériel, puisque ça a été, nous avons reçu le courrier après que les délibérations soient sorties, au même titre que l'on a fait tout à l'heure pour les entrées du site Jean Rostand, probablement qu'une délibération sera présentée lors du prochain conseil municipal pour la Fédération française de la course landaise. Et donc le prochain conseil municipal aura probablement lieu dans la première quinzaine de décembre. Oui, Madame Esca. On va laisser le montant de la subvention. Non, il n'y a pas à travailler, voilà. Mais je tiens à vous informer, puisque ce courrier a été adressé, peut-être que vous en aurez connaissance, donc voilà, ne soyez pas surpris, il n'y a aucune délibération, c'est tout simplement parce que nous l'avons reçu a posteriori. Voilà. Mais écoutez, je pense que nous avons épuisé les débats, et je vous souhaite une bonne soirée, et je vous dis au conseil municipal. Merci.